Cher ami, je t'écris sur les bords de la Loire pour te conter la fin de mon hiver. Je passais ces derniers mois plongé dans la pénombre de ma bibliothèque, me nourrissant avidement de mots imprimés. Par lassitude et peut-être par une forme de fuite, je me perdais souvent dans des paradis numériques, où je laissais l'ennui dicter le fil de mes errances. Pris au piège de ces distractions stériles, je bafouais sans m'en rendre compte la trame même de mon existence. J'oubliais tout simplement de vivre. Mon esprit s'égarait dans un voyage sans mouvement, penché sur l'ancre comme on scrute une mer lointaine dont on ne touchera jamais les rivages. Je regardais défiler sans les retenir les noms des vents, des montagnes et des nuages, dessinant mentalement une cartographie d'un monde sans corps, sans souffle et sans réalité palpable. Dans la lueur fade de mon écran que j'utilisais avec plus ou moins de discernement, je me retrouvais projeté sur des routes imaginaires, spectateur de paysages que mes pas n'effleuraient jamais. Je m'enorgueillissais d'un savoir que je savais condamné à l'oubli, comme s'il suffisait de lire pour comprendre, comme s'il suffisait de voir pour connaître. Ainsi défilaient sous mes yeux les étendues sauvages, les cités vrombissantes et les visages burinés par le sel et le sable. Je caressais l'idée du goût des épices sans jamais les porter à mes lèvres, sentais l'ardeur d'un soleil que ma peau n'a jamais connu. J'imaginais la moiteur dense des jungles, la morsure du givre, la lenteur des rivières tranquilles et la furie des océans. Mon esprit modelait des visions. La mousson tambourinant sur des toits de tôle, la steppe s'élargissant à l'infini sous un ciel nu, le désert figé comme une mer immobile aux dunes ondulantes de silence. Pourtant mon souffle demeurait paisible, trop régulier. Mon cœur, lui, restait intouché, scandaleusement intact, alors même que mes pensées couraient, haletantes, jusqu'à l'épuisement. Toutes ces choses, je les contenais sans effort, sans le poids de la marche, sans la fatigue bienfaisante qui survient au terme d'une ascension. Aucun vent ne venait mordre mes joues, aucun torrent glacé ne saisissait mes chevilles, aucune racine sournoise ne menaçait ma stabilité. Me demeurait étranger le silence minéral des cimes, la morsure d'un astre impitoyable ou la paralysie des doigts saisis par le gel. Dans cet exil moderne, aseptisé et connecté, il me semblait dérisoire de ressentir le poids d'un sac, les meurtrissures du chemin et la soif née d'une chaleur harassante. Quelle vanité, mon ami, que de se croire savant simplement parce qu'on a lu. Que vaut une image si elle ne résulte pas d'un long périple, si elle ne s'inscrit pas dans la mémoire du corps, dans l'effort de l'œil et la fatigue des jambes. À mesure que s'étirait le temps dans cette solitude aussi superficielle que silencieuse, maintenue captive par le piège des écrans, je me surpris à songer à ceux qui dessinent véritablement les cartes. Non pas les érudits protégés par des bibliothèques ou les internautes abrités derrière des réseaux, mais ces hommes de terrain qui foulent la terre sans toujours en nommer les fleurs, qui observent le ciel sans savoir le nom des constellations. Eux qui vivent entourés de ces choses qu'ils ne théorisent pas mais qu'ils éprouvent. Je les imaginais minuscules au cœur de forêts démesurées, la terre vibrant sous leurs pas, le vent jouant dans leurs cheveux. Je les rêvais savourant l'odeur de la pluie, scrutant les nuances du ciel, écoutant le langage sourd des pierres et portant dans leur chair la mémoire immédiate et sensible du monde. Dès lors, mes livres perdirent leur saveur première. Les traités philosophiques et psychologiques, tout ce qui prétendait guider vers la connaissance de soi me parut soudain enfantin, dérisoire, face à la sagesse brute de ces arpenteurs. Ils gravaient leur savoir dans la matière même de l'existence, dans l'épreuve plus que dans la réflexion. Ils ne cultivaient ni patience ni courage à force d'introspection méthodique, mais les rencontraient dans l'attente et l'épreuve. À penser à leur corps devenu langage muet, vivant et indéchiffrable, pour qui ne partagent pas leur expérience, je me mis en silence à les envier. Compagnons, il me semble que nous évoluons désormais dans un monde où tout est offert sans effort. Il suffit d'effleurer une surface de verre pour que s'ouvrent à nous les confins de la planète. En quelques gestes, on peut tout voir, tout lire, tout entendre, mais sans jamais toucher, sans jamais éprouver. Les livres nous transmettent des savoirs, les algorithmes nous proposent des horizons, les récits d'autrui nous servent de substitut, de pis-aller, à une connaissance vécue. Mais dis-moi, un parfum peut-il réellement se capturer dans une phrase? Le froid mordant d'un sommet enneigé peut-il être saisi sans le sentir sur sa peau? Et une idée, privée d'incarnation, n'est-elle pas une illusion fragile, un mirage intellectuel sans racine ni substance?
C'est peut-être là, justement, toute la quête des poètes. Dire l'indicible, toucher l'impalpable, mais toujours en sachant que cela reste, malgré tout, une tentative incomplète. À mesure que notre monde se dématérialise, notre rapport au réel devient chimérique, presque spectral. Les sens s'engourdissent, le corps se replie et l'esprit privé d'ancrage dérive. N'est-ce pas là un lent poison insidieux et doux? Ne ressens-tu pas toi aussi cette inquiétude qui monte, ce vertige devant une humanité qui se déleste de sa chair au profit d'une image, d'un signal, d'une illusion tactile? Sans la marche et la lutte, sans la fatigue du corps et l'imprévu du terrain, le monde n'est plus qu'un tracé abstrait, une carte sans relief, une mer lisse et stérile. Après ces longs mois d'enfermement, une question surgissait en moi, insistante, irrévocable. Comment retrouver ce qui s'incarne? Comment renouer avec la densité du réel, avec ce qui résiste, ce qui pèse, ce qui brûle ou rafraîchit, ce qui parle à l'âme en passant par la peau? Alors, j'ai pris mon sac à dos, et, renonçant aux images sans odeur, je me suis offert au monde comme on se livre à un mystère. Les pieds sur terre, le souffle court, et le regard prêt à manger les étoiles. Les premiers pas furent les plus rudes. Mes jambes, trop longtemps oubliées, protestaient à chaque mouvement. Mais, au fil des paysages, je me surpris à les oublier à mon tour. La route me portait. Les heures défilèrent avec une légèreté inattendue, si bien que l'après-midi s'effaça sans heurts, glissant doucement vers le soir. Lorsque la lumière se fit plus tendre, je m'arrêtai dans un petit village blotti au bord de la Loire, tant et si bien que je me trouvai presque naturellement à son seul bistrot. Jamais la boisson ne m'avait paru aussi bonne. Simple récompense au terme de cette première et humble aventure. Ce fut un moment plein, mon ami, à un instant dense comme on en connaît peu, car aujourd'hui tout nous est donné sans heurts, sans distance, ni attente. On rejoint un café en quelques arrêts de tram, on déverrouille du bout des pouces des flots d'informations où la vérité est prédigérée, prête à être consommée comme un produit de grande surface. Mais là, dans ce verre, je sentis le goût véritable, amplifié peut-être par la soif, mais surtout révélé par l'effort. Car c'est cela. Sans effort, le plaisir se dilue. Ce goût, je ne l'aurais jamais connu si je ne l'avais pas mérité. Il me semble que nous devenons spectateurs du monde, non dans le sens noble de la contemplation, mais dans celui appauvri d'un public suralimenté qui confond le réel avec ses représentations. Trop souvent nous préférons lire un vin décrit avec lyrisme plutôt que d'en sentir les tanins, ou admirer un paysage par écran interposé plutôt que de le gravir. La découverte devient récit emprunté, l'apprentissage, accumulation de données vite oubliées. L'illusion est parfaite. Nous croyons embrasser l'infini, quand nous ne faisons que frôler des reflets. Ainsi, en buvant ce liquide à la fois amer et vivifiant, une pensée me traversa. Sans l'épreuve du corps, tout reste abstrait. Lire l'histoire d'un peuple ne remplace jamais la chaleur d'une poignée de main, le frottement d'un accent ou la surprise d'un regard. 1000 poèmes sur la mer n'enseigneront jamais la morsure du sel sur la peau ni la peur viscérale d'une vague trop haute. Ce monde ouvert ne s'offre pas à ceux qui l'observent à distance. Il faut s'y jeter, s'y perdre, et l'éprouver pour peut-être un jour en percevoir un fragment de vérité. Ce n'est pas l'esprit qui habite le monde, c'est le corps. Et y habiter l'écran ou le rêve, c'est le trahir peu à peu, le laisser s'effacer dans un liquide amniotique et numérique, tiède et sans contour. L'intellect, nourri de savoirs abstraits, peut bien se développer, mais sans l'épreuve il s'élève sans grandeur, comme une tour bâtie sur du sable. Durant mes mois d'isolement, je crus que la connaissance était un exercice purement mental. Je la réduisis à une suite d'idées bien ordonnées, mais aujourd'hui, je comprends qu'elle commence dans la rencontre, dans le dialogue réel, concret, sensoriel avec le monde. Et un vrai dialogue ne peut être à sens unique. Il exige que nous écoutions avec nos sens, que nous répondions avec notre chair, que nous apprenions par immersion. C'est là, et seulement là, que naît ce savoir particulier et authentique, celui qui se grave dans le sein bouillant d'un corps. Je quittai le bar au crépuscule. Une lumière douce et dorée s'effilochait sur les collines, enveloppant les pierres et les arbres d'une tiédeur mélancolique. Lorsque je fus assez loin du village, je m'arrêtai dans un champ en friche pour y passer la nuit. Le sommeil me prit avec une telle lourdeur que je n'eus même pas le temps de lever les yeux vers les étoiles. Elles restèrent là, invisibles, comme si le ciel m'attendait en silence. À l'aube, je rangeai mes affaires à la hâte, comme un voleur pris sur le fait. Puis je m'assis au bord du chemin pour boire un café maigre sur mon petit réchaud sifflant.
Le paysage m'aspira tout entier. C'était un de ces instants où l'on se trouve soustrait à soi, emporté par la beauté simple du monde s'éveillant. Les premiers jours du printemps embaumaient l'air. Ce matin-là, ce ne fut pas ma raison mais mon cœur qui me souffla que ce monde-là ne se comprend que par les sens. Il faut le respirer, le goûter, le toucher. Aucune plume, même la plus subtile, ne saurait restituer ces silences, cette lumière filtrant à travers les jeunes feuillages, cette senteur d'herbe et de rosée. Pourquoi donc, sans inclination étrange, préférer un traité de géologie à la chaleur d'une pierre gorgée de soleil? Pourquoi choisir un manuel de botanique plutôt que le parfum d'un oranger en fleurs? Ce qui nous manque, mon ami, ce n'est pas tant le savoir que l'engagement. Connaître cette campagne autrement qu'en l'arpentant, c'est comme désirer une compagne tout en refusant le lien, la fidélité et la constance. Peut-être ne suis-je qu'un rêveur naïf, mais dis-moi ce qui pourrait bien égaler la poussière soulevée par des pas sur un sentier oublié, ou le poids rugueux du bois entre les mains d'un artisan. Chaque geste est une clé, chaque effort ouvre une porte sur le monde. Mais il faut la franchir. Et nous, modernes paralysés par la peur de perdre notre illusion de liberté, nous restons là, les doigts sur le trousseau, figés. Comme ces séducteurs charmants mais lâches, qui n'osent pas aimer vraiment de crainte d'être liés. Ami, lorsque je me suis retrouvé extatique devant l'aurore, ce n'était pas le fruit d'un simple déplacement, mais celui d'une immersion profonde dans la surface même des choses. Car là, dans cette immédiateté sans distance, réside toute la profondeur. Celui qui sème, bâtit et façonne, celui-là touche au sens du monde bien plus sûrement que celui qui l'explore depuis les hauteurs des idées, dans l'abstraction d'un ciel vide. Il ne crée pas d'ombre, lui, mais une densité vraie. Peut-être n'est-ce qu'une de mes divagations, mais si c'est une erreur, je la revendique avec joie. Quoi qu'il en soit, je repris ma marche. Assez vite, je me mis à maudire mes jambes à nouveau. Mon sac, trop lourd, lesté de peur plus que de nécessité, n'arrangeait rien. Il me vint alors une évidence. Il faut avoir un corps. Pas un de ces corps léchés par les filtres et sculptés pour l'image, mais un corps fondamental, socle de l'action. Qu'importe la courbe si l'essoufflement surgit à la première montée. Nous avons là un navire, et si la coque est trop fine, jamais nous ne découvrirons de nouveaux rivages. Un esprit sain dans un corps sain, me diras-tu, et tu aurais raison. Aurait-on seulement entendu parler d'Achille si sa trirème s'était brisée dès la première vague bien avant d'avoir vu Troie? La faiblesse physique nous fait hésiter, nous fait reculer face aux pentes, craindre l'inconnu. Mais la force, elle, nous ouvre à l'immensité. Elle nous permet d'affronter les torrents, de grimper les falaises et de danser avec le vent plutôt que d'être balayés par lui. Comment découvrir la vie si nous n'avons rien pour porter notre âme? Loin des fauteuils sédentaires, des écrans qui capturent notre attention mais laissent notre corps en jachère, il nous faut redevenir voyageurs, artisans, peut-être même un peu guerriers. Redonner à nos mains le droit de façonner, à nos jambes la liberté de courir, à nos muscles la tâche de soutenir le cœur et l'esprit. C'est par là, compagnons, que l'homme redevient un être vibrant, non plus spectateur mais acteur du monde qui l'entoure. Je conclus ces mots chez moi, tout juste rentré de ce voyage qui, bien que modeste, m'a profondément remué. Rassure-toi, mon ami, je ne rejette ni les livres, ni l'écriture, ni la pensée, ces compagnons fidèles qui m'ont tant nourri et que je chéris toujours. Je refuse désormais de n'en être qu'un réceptacle passif, une amphore poussiéreuse accumulant du savoir sans jamais s'en abreuver. Apprendre désormais doit être pour moi un mouvement, un élan, un enfant né à la fois des sens, de l'intellect et de la matière, une vérité que l'on ne contemple pas de loin, mais que l'on éprouve de l'intérieur, dans le trouble et la lumière de l'expérience. Je crois que nous avons trop souvent préféré la hauteur du regard à la profondeur du pas. Or, pour grandir vraiment, il ne suffit pas d'apprendre des erreurs des autres, mais il faut vivre les siennes. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que l'histoire bégaye si souvent, parce que nous nous contentons de la lire au lieu de l'habiter. Alors je te dis au revoir, mon ami. J'ai encore tant à lire, tant à écrire et tant à vivre. Mais surtout, il me faut bientôt repartir.